Bonsoir à tous, bienvenue pour un nouveau numéro de Face aux idées, une émission pour aller plus loin dans la réflexion sur les grands sujets de société, ceux qui vont faire l'élection présidentielle de l'année prochaine. Ce soir, nous allons parler éthique, moralisation de la vie publique, de la vie politique. Entre les affaires DSK, Tron, Ferry, le sujet est on ne peut plus d'actualité. Éthique et pouvoir, tout est-il permis? C'est le titre de notre émission. Et pour en parler avec nous pendant un peu plus d'une heure, François Bayrou est notre invité. A tout de suite. Bienvenue dans la nef du Palais Brongniart. Autrefois, ici, c'était la Bourse. Aujourd'hui, c'est un lieu d'échange et de débat en plein cœur de Paris. Bonsoir François Bayrou. Bonsoir. Président du Mouvement démocrate, député, candidat à la présidentielle en 2002, en 2007 et très probablement en 2012. Quand je dis ça, vous ne me contredisez pas officiellement. Vous prenez vos risques. Merci d'être avec nous. C'est bien d'être audacieux comme ça. Merci d'être avec nous en tout cas ce soir pendant l'heure que nous allons passer ensemble. Vous allez être confronté à des personnalités de la vie publique, société civile et politique. Avec nous également, comme chaque mois, Mathias Léridon, Laurent Bigorne. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Alors que je vous explique François Bayrou, Laurent Bigorne, c'est le directeur de l'Institut Montaigne. Son think tank analyse les politiques publiques et essaie de faire avancer les choses. Mathias Léridon, président de Tilder, c'est un conseiller en communication. Lui, il décrypte la façon dont le débat public s'organise, le rôle des différents acteurs de ce débat. Alors François Bayrou, sans rentrer dans le détail des affaires particulières que j'évoquais il y a quelques secondes, quand on est un homme public, est-ce qu'on a encore une vie privée selon vous? Disons qu'on a une vie privée et c'est normal, et familiale, et personnelle, et amicale, mais quand on est un homme public, on a aussi d'autres choses sur les épaules. On a la mission, je dirais pas d'exemplarité, mais au moins on doit tirer un peu vers le haut la manière dont les citoyens voient leur pays et leurs responsables. Et c'est une grande responsabilité, et naturellement ça entraîne des choses qui sont des choses d'équilibre, de maîtrise, et on ne peut pas renoncer à cette responsabilité-là. Votre vie privée, vous pouvez ne pas la mettre en avant? Ça fait 20 ans que je m'applique à ne pas mettre ma femme et mes enfants, qui sont nombreux, comme vous savez, en avant, parce que j'estime qu'eux ont droit à leur vie privée. C'est pas tant pour moi que je le fais. Encore que je trouve ridicule quand on a la chance d'avoir une famille qu'on aime bien, avec laquelle on s'entend, je trouve ridicule de se mettre en scène, parce que c'est une manière comme ça de... Quand vous faisiez prendre en photo sur le tracteur de votre père, c'était un peu... vous appelez ça de la vie privée? Non, je vous assure qu'avec mon tracteur, je n'ai aucune vie privée d'aucune sorte. J'ai une vie absolument professionnelle et publique. Et donc, c'est normal que les gens sachent qui vous êtes. C'est normal qu'ils sachent d'où vous venez, comment vous vivez, quelles sont vos activités professionnelles. Tout le monde sait que j'écris des livres, tout le monde sait que je viens du monde rural, des Pyrénées, tout le monde sait que j'aime les chevaux. Mais j'appelle pas ça de la vie privée. J'appelle pas ça de la vie privée. Est-ce que vous êtes sur Facebook? Oui, je suis sur Facebook. Qu'est-ce que vous mettez sur Facebook? Mais c'est pas moi, ce sont mes amis, c'est mon équipe qui est sur Facebook, moi pas. J'ai pas j'affiche pas mes photos sur Facebook. On va avoir l'occasion de parler d'Internet au cours de cette émission. On va d'abord passer à notre sondage, si vous le voulez bien. Bonsoir Myriam Ankawa. Bonsoir Olivier, bonsoir François Bayrou. On a demandé à Harris Interactive d'interroger les Français sur l'éthique des différents acteurs de la société. Qu'est-ce qui en ressort ?
Les Français, les valeurs et le bien commun, c'est donc le thème de notre sondage Harris Interactive pour l'Institut Montaigne et Tilder ce mois-ci, avec cette première question posée à un échantillon de 1000 personnes de 18 ans et plus. Chacun des acteurs suivants vous inspire-t-il des valeurs plutôt positives ou plutôt négatives pour la société française? Résultat, arrive en tête, non pas une institution de la République ou un grand corps de l'État, mais ce qui symbolise la société civile, l'action désintéressée des individus. Les associations François Bayrou, pour près de 8 Français sur 10, elles véhiculent des valeurs positives devant l'école, qui reste très bien perçue par les Français, 71% de valeurs positives. Autre enseignement, les entreprises sont elles aussi bien perçues. Pour la moitié des Français, elles ont donc une bonne image, ce qui vient démentir un peu l'idée selon laquelle le monde de l'entreprise serait étranger aux notions de bien commun. Et ça, on aura l'occasion d'y revenir longuement dans la deuxième partie de cette émission, Myriam. Mais la grande leçon de ce sondage, François Bayrou, celle qui doit vous interpeller, c'est que les responsables politiques sont très sévèrement jugés. 80% des Français estiment qu'ils véhiculent des valeurs négatives, le lien semble rompu, les scandales récents ont bien sûr leur part, mais on le sait, cette défiance ne date pas d'hier. Alors comment rendre le monde politique plus juste? Harris Interactive leur a posé la question et vous le voyez, la solution que les Français privilégient, c'est l'interdiction du cumul des mandats. 54% d'entre eux y sont favorables, suivi de près par le contrôle de la dépense publique. 53%, le sujet vous tient à cœur, on le sait. En revanche, plus de femmes ou plus de jeunes en politique apparaissent comme des solutions secondaires. Même question pour l'entreprise, comment la rendre plus juste? Eh bien, en augmentant le salaire minimum, 41% des Français y sont favorables, plutôt qu'en créant un salaire maximum. Le sort des plus défavorisés semble donc aux yeux des Français plus important que les écarts de rémunération entre les plus riches et les plus pauvres. À noter aussi que la prévention du stress au travail est également mise en avant. Dernier élément, Olivier, le développement de l'éducation civique à l'école est largement réclamé, 63%, tout comme un service civique obligatoire, 57% pour développer le sens du bien commun chez les jeunes. Voilà pour les traits saillants de ce sondage et de quoi nourrir la réflexion. Merci Myriam, effectivement de quoi nourrir, on va y revenir parce qu'il y a beaucoup de choses, j'imagine que vous avez envie de commenter, mais d'abord le fait saillant que Myriam Ankawa mettait en avant, ces politiques qui arrivent derniers avec 15% seulement de gens qui disent qu'ils peuvent véhiculer des valeurs positives pour la France. Ça vous inquiète? Non, pas 15% des gens qui disent qu'ils peuvent porter des valeurs positives. Ça, on aurait beaucoup plus. Mais le fait est qu'ils ne les portent pas. Le fait est que la vie publique n'est pas une vie valorisante. Le fait est que la vie publique, la politique ne tire pas le pays vers le haut, comme elle devrait le faire, qu'au contraire elle le tire vers le bas parce que le débat politique est ridicule. On a l'impression qu'il n'y a que deux positions et que les deux positions sont la plupart du temps fausses. Voilà pourquoi un des très grands enjeux, si l'on voulait rétablir le débat politique à sa juste hauteur, là où il devrait être, ça serait d'imposer le pluralisme et pas le bloc contre bloc. Le bloc contre bloc ne correspond pas à notre temps. Et ça arrangerait le centrisme. Le blanc, oui, mais ça arrangerait pas que nous. Encore que je prétende qu'ayant fait 19% à la dernière élection présidentielle, normalement, on devrait avoir une représentation importante à l'Assemblée nationale. Et comme vous savez, ça n'est pas le cas. Mais ça arrangerait les écologistes. Ils n'ont que 3 députés. Comme nous. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui justifie ça? Et même, je vais aller un tout petit peu plus loin encore, quitte à choquer. Je trouve qu'il serait mieux que les extrêmes soient représentés à l'Assemblée nationale pour qu'on puisse les combattre face à face, plutôt que d'avoir cette espèce de couvercle qu'on met sur la marmite, et avec ces fantasmes ou ces choses choquantes qui cheminent comme ça sous terre. Donc, oui, je pense qu'on peut sortir de la caricature du débat politique en ayant le pluralisme. Et il y a une deuxième chose dont on va parler, j'en suis sûr, au cours de cette soirée,
Si vous voulez que la vie politique devienne honnête, pas vertueuse, pas donneuse de leçons de morale, simplement honnête, alors il faut faire quelque chose que toutes les démocraties ont fait dans le monde, qui est la séparation des pouvoirs, des contre-pouvoirs en face des pouvoirs en place. Alors, ça, une justice libre, une presse libre, et il y a du boulot, des instituts de sondage dont on irait regarder d'un peu près comment ils fonctionnent, parce qu'on pourrait en dire un mot aussi. Bref, tout ce qui fait que les gens n'y croient plus, ou en tout cas se défient, se méfient de toutes ces choses. Donc vous voyez, c'est très simple. Pluralisme d'un côté et séparation des pouvoirs de l'autre. Vous voyez que c'est pas, rien de tout ça ne coûte 1 euro. J'y ajoute l'interdiction du cumul des mandats pour les... Alors, on va y revenir, François Bayrou, parce qu'on va y revenir. Sur le cumul des mandats, c'est un sujet qui est important, on ne va pas le bâcler en quelques secondes. Je voudrais qu'on revienne sur les questions de transparence de la vie politique. Mathias Léredon vous a demandé si vous étiez sur Facebook. On le voit bien, Mathias, avec Internet, avec les réseaux sociaux, on est rentré dans une société finalement où l'intimité n'existe plus. Est-ce que le fait comme ça, pour l'opinion publique, de pouvoir surveiller ces hommes publics en permanence, est-ce que c'est un progrès selon vous? C'est surtout un des 2 éléments de l'équation qui tue les hommes politiques depuis 10 ans. Parce que François Bayrou, vous parliez séparation des pouvoirs, il y a quand même 2 phénomènes qui, depuis 10 ans, touchent de plein fouet les hommes politiques. D'abord, ils ont de moins en moins de pouvoir, parce que quand il n'y a pas de croissance économique, il n'y a pas beaucoup de moyens d'action, en tout cas il y en a moins, et la réalité c'est que on est dans la logique des promesses électorales qui deviennent très vite des aveux d'échec, voire même une machine à créer de la déception vis-à-vis des électeurs, et la réalité c'est que les Français voient un certain nombre de pays étrangers qui tirent profit, qui tirent parti de la mondialisation, ils ont de plus en plus l'impression que leurs élus leur expliquent qu'ils ne peuvent rien faire, que leur capacité d'action, d'agir, diminue. Et puis parallèlement à ça, vous parliez de séparation des pouvoirs, de contrôle des pouvoirs, mais les élus sont rentrés dans l'ère de la nette surveillance. Aujourd'hui, Internet, à travers les réseaux sociaux, à travers les sites d'information, à travers même les citoyens qui organisent leur blog, c'est finalement des milliards d'individus qui créent une espèce de surveillance globale de l'ensemble de ce qui se passe dans la sphère politique. Alors, avec les dérives, Wikileaks, on en parlera peut-être tout à l'heure, avec les petites phrases, mais la réalité, c'est que cette équation entre moins de pouvoir et plus de contrôle, aujourd'hui, ça crée quand même quelque chose qui est une véritable crise de l'image des politiques, parce que, au fond, ce qui se passe vis-à-vis de l'ensemble des élus français, c'est que les Français ont de moins en moins confiance dans la manière dont ils font de la politique. Et donc, moins de pouvoir, plus de contrôle, pas de confiance dans le politique. Moi, la seule question que je me pose, c'est comment peut-on sortir de cette spirale négative qui existe de plus en plus? Bon, je suis d'accord sur... je suis en désaccord avec la manière dont le raisonnement que vous avez fait a été présenté. Est-ce que les politiques ont moins de pouvoir? En tout cas, ils ont moins d'action. Ils ont moins de capacité d'action. Moi, je ne crois pas. Je pense qu'ils ont moins de faux pouvoirs. Il y a eu tout un temps où les politiques prétendaient qu'ils pouvaient faire le ciel bleu quand il pleuvait et pleuvoir quand il faisait beau. En réalité, c'est un pouvoir qu'ils n'avaient pas. Il y a eu un temps où les économies étant fermées sur elles-mêmes, on pouvait faussement en accélérer le cours. Et on sait des exemples historiques tragiques. C'est ce que Hitler a fait lorsqu'il est arrivé au pouvoir en Allemagne, en faisant des dépenses militaires considérables. Est-ce que c'était pour le bien de son peuple? L'histoire a permis de juger que, hélas, c'était non, et même gravement non. Donc, ils ont moins de faux pouvoirs, mais ils ont de vrais pouvoirs. Par exemple, qu'est-ce qui pourrait justifier que nous ne réussissions pas ensemble à faire que l'école française marche aussi bien que les autres? Selon moi, elle devrait marcher mieux. Qu'est-ce qui peut justifier que nous ayons perdu, combien, 12 places en 10 ans dans le classement des écoles du monde? Qu'est-ce qui peut justifier ça?
Qui peut soutenir qu'on n'y peut rien? Responsabilité politique? Qui peut soutenir qu'on n'y peut rien? En tout cas, l'idée qu'on n'aurait aucun pouvoir en face de ça n'est pas la mienne. De moins en moins de pouvoir. N'est pas aucun. Non. Je ne crois pas qu'on ait de moins en moins de pouvoir. On a de moins en moins de baguettes magiques. Mais j'ai jamais appelé la baguette magique un pouvoir. C'était une apparence de pouvoir. C'était une bulle de savon. Et donc je ne crois pas à ça. Deuxièmement, le contrôle. Bon, le contrôle de quoi? Alors le contrôle des déclarations que vous avez faites, qui sont un mensonge éhonté par rapport à la réalité. Eh bien, il n'y en a pas assez de contrôle. Je vois tous les jours des déclarations. Il y a d'ailleurs dans Libération un journaliste que je trouve très bon, qui s'appelle Cédric Mathieu, je crois, qui fait une rubrique qui s'appelle Décryptage et qui va traquer les affirmations, quelquefois les miennes aussi, quand elles sont inexactes. Ben ça, c'est indispensable. Je lisais l'autre jour un homme public, dont je ne citerai pas le nom, qui prétendait qu'il avait fait baisser le chômage d'1 tiers. Et évidemment, quand on regarde les chiffres, on est très loin, pour ne pas dire à 1000 lieues de ce résultat-là. C'était une manipulation de la vérité. Alors, c'est ce que vous dites, hein, d'ailleurs, François Bayrou, et je me tourne vers Laurent Bigorne, parce que derrière ces questions d'éthique, finalement, est-ce que c'est pas le signe d'un désamour, d'une déconnexion entre les Français et leurs élites d'une manière presque globale? C'est vrai qu'on a le sentiment qu'il y a en tout cas une nouvelle histoire qui est en train de s'écrire. C'est-à-dire que le grand compromis issu de la Seconde Guerre mondiale, où les élites intellectuelles, économiques, politiques, administratives se sont attelées à la reconstruction du pays, c'est une phase qui est passée aujourd'hui. Et on a le sentiment que la France a peut-être pris un peu de retard en matière de gouvernance. Je m'explique. En matière de gouvernance politique, on vit avec des assemblées qui sont masculines, qui sont vieillissantes. On le sait, l'Assemblée nationale a considérablement vieilli entre 80 et aujourd'hui. En matière de gouvernance d'entreprise, on a le sentiment qu'il y a aussi... Comment ? Vous aussi. Moi aussi, oui. Je suis passé de l'âge canonique de 7 ans à un peu plus. Mais en tout cas, en moyenne d'âge... L'âge moyen des ministres du gouvernement aussi. N'a cessé d'augmenter. En matière de gouvernement. Parce que la société elle-même, l'âge moyen de la société française lui-même avance. L'âge moyen de la société. Et vous expliquez la non-représentation des jeunes générations au sein du gouvernement par l'âge moyen de je termine sur parce que la réponse existe et qu'elle est très simple. Mais je termine peut-être à la fois donc, sur ce problème de gouvernance politique, en tout cas de plus en plus accusé par nos concitoyens, on voit dans le sondage, un problème de gouvernance économique, on l'a vu à travers un certain nombre d'affaires économiques qui ont secoué à la fois nos gouvernants et les consciences, et puis un désamour des jeunes. Une vraie fracture avec l'engagement politique, avec l'engagement tout court. Moi, au fond, entre les faux pouvoirs que vous dénoncez, entre l'absence de contrôle ou pas assez de contrôle que vous pointez du doigt, comment vous vous jugez vous-même? C'est-à-dire, au moment d'entrer dans la compétition présidentielle, peut-être, quel regard vous portez sur vous-même en tant qu'élite? Alors, je vais répondre à la question, puis après je vous dirai la réponse. Très rapidement, parce qu'on va accueillir Laurence Vichnievsky. Comment je me juge? Je me suis fixé un cap, qui est un cap au fond assez facile à suivre. Ce cap, c'est dire la vérité, comme je la ressens. Je ne suis pas prophète, mais en tout cas, quand je vois quelque chose de frappant pour notre peuple, je le dis. C'est ainsi que j'ai fait la campagne de 2007 sur le déficit et la dette. Et tout le monde me disait, mais enfin François, c'est pas possible, tu te rends compte, tu donnes aux gens des mauvaises nouvelles alors qu'ils ont besoin d'avoir de bonnes nouvelles et au contraire qu'on leur explique, qu'on leur fait des promesses. Je me souviens très bien, j'avais dit, je ne ferai pas de promesses. Et les chansonniers s'étaient moqués de cette déclaration, comme si vraiment c'était inouï un homme public qui disait « je ne vous ferai pas de promesses parce que la situation ne permet pas d'en faire ». J'avais pris des engagements, mais je ne faisais pas de promesses. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose... non, les autres candidats ne le font pas, vous le savez bien. Et la deuxième chose qui est un de mes axes, c'est que je n'ai pas d'ennemis dans le champ démocratique français. C'est-à-dire que je ne considère pas que la politique, ça se résume à dire « vous avez tout faux, c'est de votre faute ».
disent ceux qui sont dans l'opposition. Ne me regardez Et pas ceux comme qui ça, sont au méchamment, pouvoir François Bayrou, quand disent c'est la faute de l'héritage. C'est parce qu'il y a 10 ans, vous nous avez laissé un pays qui, que quoi. Et ces deux axes-là, dire la vérité et ne pas considérer ceux qui sont différents de vous comme des ennemis, ça c'est ma ligne de conduite à moi. Alors, en une phrase, maintenant, comment peut-on faire pour avoir une assemblée plus jeune, plus féminine, plus représentative des minorités? Il n'y a rien de plus simple, ça se fait dans tous les pays européens, il faut une loi électorale juste. Comment Et faire pour la loi avoir un électorale plateau, juste, comment pour faire pour avoir un plateau moins masculin que celui que nous avons? Il y a va une accueillir manière, Laurence François Wisniewski. Bayrou, de demander à Laurence Wisniewski de venir nous rejoindre. Je vous coupe la parole, mais c'est pour la bonne cause. Bonsoir Laurence Wisniewski, vous êtes magistrate, vous avez assuré avec Eva Joly notamment l'instruction de l'affaire Elf, celle des frégates de Taïwan, vous avez été aussi en charge de l'affaire du financement occulte du Parti communiste. Vous vous êtes lancé en politique il y a quelques temps, vous avez été élue conseillère régionale en Provence-Alpes-Côte d'Azur sur une liste d'Europe Écologie. Vous avez une question à poser à François Bayrou. Alors, j'en ai une, mais si vous me permettez, comme je vous ai entendu débattre, je voulais revenir un instant sur ce que vous avez dit les uns et les autres, parce que je suis d'accord avec beaucoup des idées que vous avez exprimées. Nous allons pouvoir aller ensemble vers l'introduction de la proportionnelle, puisque j'entendais que ce serait une loi électorale plus juste, très certainement. Vous avez aussi évoqué la séparation des pouvoirs. Nous avons déjà discuté ensemble de la séparation des pouvoirs, et bien sûr, je suis une adepte de la séparation des pouvoirs et des contre-pouvoirs. Maintenant, je ne suis pas complètement d'accord sur l'explication que vous avez donnée s'agissant de la question que vous posez ou du constat que faisait Laurent Bigorgne s'agissant de l'état de la classe, ou de nos élus, on va dire, ou peut-être principalement au sein du Parlement, avec une classe politique non renouvelée, ne faisant pas de place à la parité, une classe politique qui est confisquée par des élites. Et moi, je crois qu'une des explications de cet état de fait n'est pas le vieillissement de la population. Si cette classe politique vieillit et si elle ne se renouvelle pas, c'est largement parce que nous connaissons le cumul des mandats. Alors la question que je voulais vous poser, François Bayrou, est la suivante. Comment se fait-il que dans notre pays, le cumul des mandats perdure et constitue, par rapport à beaucoup d'autres démocraties occidentales, une exception française, alors que l'opinion publique, sondage après sondage, y est majoritairement défavorable? Alors il y a beaucoup d'explications, mais il ne m'appartient pas de les donner. La principale, c'est qu'on est un pays centralisé. Et que quand vous êtes un élu centralisé au scrutin majoritaire, donc vous êtes un élu local, vos concitoyens pensent qu'ils seront mieux défendus si vous allez à Paris, comme on dit, pour ramasser des subventions, comme on dit. Et ça existe tout pas, ça? Si, un peu, mais honnêtement, marginalement. Mais c'est vrai que c'est plus facile de défendre une collectivité locale quand on est connu, identifié des décideurs. Pour ou contre, mais en tout cas quand ils savent qui vous êtes vraiment très bien, ça aide. Mais ça n'est pas le principal sujet. Mais donc centralisé, scrutin majoritaire. Pourquoi? Parce que si vous voulez être élu, c'est mieux d'être connu de l'ensemble de vos concitoyens. Ça aide beaucoup. Et donc quand vous êtes à la fois maire ou président du Conseil général, c'est des choses qui aident. Mais ce que vous avez été pendant 10 ans d'ailleurs. Oui. Mais on a le droit de se corriger. Alors je retiens parce que je pourrais vous rappeler que j'ai renoncé à être président du Conseil général pour respecter l'engagement que j'avais pris comme député européen de siéger au Parlement européen. Et à cette époque-là, j'ai été le seul. Il y avait d'autres noms importants dans ces élections-là. Les autres listes étaient conduites par des gens qui, aujourd'hui, comptent encore dans la vie politique. Qu'est-ce qu'on fait, François Bayrou? Alors, on l'impose? On l'oblige? Pour répondre à la question de Madame Wisniewski, c'est très simple. On met un terme au cumul des mandats parlementaires. Quand vous êtes un parlementaire, eh bien, on considère que c'est à temps plein. D'ailleurs, je pense qu'on pourrait en avoir moins
de parlementaires et qu'ils devraient être élus d'une autre manière, c'est-à-dire avec une loi électorale juste qui fasse que, au moins, moi je dis pour équilibrer sur la moitié de l'Assemblée, eh bien chacun de ceux qui a atteint 5% devrait avoir sa part et son groupe parlementaire pour exister, comme dans tous les autres pays européens continentaux. Tous. Et pas plus de mandats ? Sans exception. Et pas plus de mandats consécutifs ? Ça se discute. Vous savez, c'est pas si facile d'apprendre la vie politique nationale. Par exemple, c'est pas si facile d'être invité dans des émissions comme les vôtres. Au bout, il faut un temps de confirmation, d'expérience, parce que ça s'apprend aussi. Mais est-ce que ça veut dire... On va passer la parole à Laurence Wiśniewski, parce que vous, justement, la vie politique, vous êtes en train de l'apprendre. Alors, je l'apprends. À Marseille, quel est votre constat après quelques mois ? Alors, Marseille est une ville qui est exceptionnelle, à tous égards. À tous égards. Et il est certain que la gouvernance politique à Marseille mérite sans doute que l'on revienne sur certaines pratiques. Et pour ce qui me concerne, j'ai Parlez déjà... franchement, c'est quoi? C'est le clientélisme? Voilà, j'allais vous le dire. Il me faut juste une petite minute. Mais j'ai dénoncé ce système clientéliste qui, je crois, est d'ailleurs aussi provoqué par le cumul des mandats, mais ça n'est qu'une explication, il y en a d'autres aussi. Et ce système clientéliste, il équivaut ou il provoque l'immobilisme. Il empêche cette ville de démarrer alors qu'elle a un potentiel absolument extraordinaire. Et là, je voudrais dire qu'indépendamment du cumul du mandat, il y a aussi le problème du statut de l'élu. Parce que s'il n'y a que des professionnels, cela signifie que pour pouvoir être réélu et pour pouvoir vivre, simplement vivre, on fait de la politique une profession. Et moi, je crois que ça n'est pas sain. Ça n'est pas sain parce que il faut absolument être réélu et donc on crée une relation de dépendance entre le fournisseur et le client, l'élu et l'électeur, et nous ne pouvons absolument pas renouveler les pratiques et c'est ce qui se passe à Marseille. Donc je crois que la professionnalisation... C'est vrai, mais parce qu'on m'a posé la question à Marseille, mais peut-être vous souvenez-vous que lorsque j'ai dénoncé ce système clientéliste, je disais il serait bon aussi que les états-majors des partis politiques mettent de l'ordre dans leur rang. Et là, je ne visais pas qu'un seul parti. Il se trouve qu'à Marseille, c'est le Parti socialiste, mais cela existe. Comme vous le savez, cela existe dans tous les partis. Et là, on revient aussi à l'éthique, au civisme, à ce que portent, aux valeurs que portent les politiques et surtout à leur manque de crédibilité aujourd'hui et au fait que ça se traduit par de l'abstention. Oui, mais pour qu'on vous comprenne bien, Laurence Wiśniewski, ça veut dire que, en fait, vous dites qu'il faut, pour pouvoir être élu, ne pas dépendre financièrement de son mandat. C'est plus facile de porter et de défendre ses valeurs. Je n'ai pas dit ça, j'ai dit que si l'on est libre et si l'on ne dépend pas d'un mandat pour vivre, il est certain que l'on peut porter ses valeurs et le programme qui est le sien jusqu'au bout, même si on déplaît. Parce que la politique, j'ai toujours dit, pour moi en tout cas, mais ça reste le cas, je crois que même au terme de plus d'années d'expérience, je dirais cela aussi, pour moi la politique sont des choix. On ne peut pas plaire à tout le monde, mais ces choix, ils sont annoncés dans un programme, dans un projet, et c'est ce projet que l'on porte devant les électeurs, et si on n'y répond pas, il est naturel que les électeurs ensuite vous disent « partez ». Laurence Wiśniewski, dans Face aux idées, on demande aussi à chaque émission à des jeunes de participer, de venir poser des questions. Alors avec nous, deux jeunes gens. Mathieu Lacan, on va commencer avec vous. Vous êtes volontaire du service civique, dont on aura l'occasion de reparler un peu plus tard dans l'émission. Vous aviez une question à poser à François Bayrou. Oui. Tout d'abord, bonsoir Monsieur Bayrou. J'ai une question sur le cumul des mandats. En étant député et président de votre propre parti, est-il possible d'être efficace sur tous les fronts, d'être à l'écoute des Français que vous représentez et de leurs problèmes du quotidien? Oui. Il peut le faire. Vous savez, il y avait un sketch comme ça. Il peut le faire. Il peut le faire. Question... C'est très... je vous explique général. Quelle est ma vie. J'ai choisi une drôle de vie.
qui est de garder, en devenant un leader politique national, ma vie d'avant. J'habite toujours le village où je vivais quand j'étais enfant, et même le village où je suis né. Donc mes voisins, mes amis, ce sont mes amis d'enfance, ou leurs enfants, ou leurs parents, c'est-à-dire des gens de la vie de tous les jours, avec qui je partage la vie de tous les jours. Mes enfants ont grandi dans ce village-là. J'ai toujours refusé de m'installer sur les quelques centaines de mètres qui entourent l'Assemblée nationale, parce que c'était ma manière à moi de vivre. Peut-être j'aurais manqué d'oxygène si j'avais été transplanté. Vous passez combien de jours par semaine à Paris? 3 jours et demi. Bon, c'est moitié-moitié. Moitié. Vous habitez la moitié du temps et dans vous votre savez bien, village. parce que ce soir, j'ai même failli rater votre émission, parce que j'arrive de Pau, et donc je suis jusqu'au lundi soir dans mon pays, et puis je repars le vendredi midi, et donc c'est moitié-moitié. 3 jours et demi, sans avoir changé de vie. Comme beaucoup de députés tout de même. Oui, pas beaucoup de leaders politiques nationaux. Iris Delay, vous êtes étudiante à l'IRIS, et vous avez également une question pour François Bayrou. Oui, bonsoir Monsieur Bayrou. Même si votre... C'est un joli prénom, Iris. Merci beaucoup. Même si votre tracteur n'est pas votre vie privée, il y a quand même une certaine mise en scène de votre histoire personnelle. Alors, est-ce que, quelque part, vous ne participez pas, vous aussi, à ce spectacle politique des hommes qui veulent se présenter à la fois si humains et si irréprochables? D'abord, irréprochable, j'ai jamais dit ça, ni de près ni de loin. J'ai même tout à l'heure expliqué que c'était dangereux et ridicule de se mettre en scène comme ça. Donc j'ai dit le contraire. Alors est-ce que j'ai mis ma vie en scène? Je crois pas. Mais la simplicité que vous faisiez montre en disant j'habite le village, je suis né, on est un peu aussi... Excusez-moi, c'est la vérité. Mais... Donc, quand ce garçon me demande « Mais est-ce que vous continuez à avoir des gens normaux ?» je vis avec eux. Alors ça vous embête, je comprends. Mais il faut que vous en reveniez à cette manière simple d'être. Je n'ai jamais changé de vie. Tout ce que je fais aujourd'hui, je l'ai fait toute ma vie et je l'ai aimé toute ma vie. Je ne passe pas mes vacances à Marrakech. Bon, c'est comme ça. Je passe mes vacances à bord d'air dans les Pyrénées-Atlantiques. Le message est entendu. Non, mais c'est... Laurence Vichnevsky, qu'est-ce que vous pensez C'est un spectre large, ce que je viens de dire. Vous qui débutez dans la politique... Mais aussi à force de débuter, ça fait... Oui. Bon, il y a un moment où on ne débute plus. Vous savez, c'est comme... J'ai tout commencé peut-être un peu jeune, et il y a un moment où on dit non, maintenant je suis trop âgée pour qu'on me dise que je suis trop jeune. Ah vous êtes trop jeune maintenant, là il faut d'abord faire passer un tel, stop. Vous qui faites de la politique depuis moins longtemps que François Bayrou. Voilà, ça c'est juste. On peut dire est-ce que vous avez cette envie, vous pouvez ressentir ce besoin de temps en temps de théâtraliser un petit peu la... Non mais là j'ai envie de venir à la rescousse de François Bayrou, qu'est-ce que vous voulez? On n'a pas besoin de vous. Non, ça c'est certain, mais sur cette histoire de tracteur, il vit sur une grande exploitation agricole, c'est normal, ou une toute petite. Bon, je ne la connais pas, donc, mais peu importe, même si elle est grande, ça n'a pas d'importance. C'est normal, ça n'est pas. Je ne crois pas que ce soit aller au-delà de. Je ne crois pas que ce soit mettre en scène sa vie. Vous savez comment ça s'est passé, Iris? Ne partez pas. Voilà. Venez voir. Vous savez comment ça s'est passé? Prenez ma place, François Bayrou. Vous savez comment ça s'est passé le tracteur? Je ne suis pas. Je vais vous raconter l'histoire. Lors des élections présidentielles, on est obligé de faire une déclaration d'intérêt patrimonial. Donc j'ai dit ce que j'avais comme compte en banque, c'est pas gros, ce que j'avais comme je sais pas quoi, voiture, et j'ai inscrit, parce que c'était vrai, que j'avais 2 tracteurs. D'ailleurs, plus très jeune, ni l'un ni l'autre. Et tout d'un coup, alors ça a été publié dans le journal, et tout d'un coup, il y a une radio qui s'appelle Skyrock, qui a des milliers et milliers de blogs qui s'appellent Skyblog, et les responsables de cette radio m'ont signalé que sur les blogs,
tout le monde se mettait à parler du tracteur. Et c'est donc venu, alors il n'y a pas un et vous voilà conseiller devenu grand défenseur de Skyrock. Il n'y a pas un conseiller en communication qui aurait pensé à ça. D'ailleurs, j'ai pas de conseiller en communication, pardon, monsieur Léridon. Et donc, il se trouve que j'essaie de vivre sans. Si j'en avais rencontré, peut-être ça aurait été mieux, mais enfin, c'est comme ça. Et bon, donc voilà, c'est, l'histoire comme on disait du temps de Pasteur, ou avant Pasteur, c'est de la génération spontanée. Puis c'est pas très vie privée tout de même. Vous Oui, voyez, ça me c'est fait ça. penser à une interview que j'ai donnée pendant ma campagne régionale à Motorvu. Il se trouve que je suis motard et que, alors il pouvait y avoir un sujet avec l'écologie. J'ai relevé le défi. Bon, je ne pense pas avoir, je dirais, investi le domaine de la vie privée simplement parce que j'ai donné un interview à Motorvu et qu'il devait y avoir une photo sur une moto. Non, c'est pas. Et voilà, comme quoi il faut toujours faire très attention. Merci en tout cas, Laurence Wiśniewski. Comme ça, j'avais bien dit jusqu'à présent. Ça se prononce comme voilà. ça s'écrit. Face aux idées se poursuit toujours dans la grande nef de ce palais Brognard. Dans la deuxième partie de l'émission, on va parler de la moralisation de la vie économique. Et on retrouve Myriam Ankawa. Alors Myriam, vous êtes allée à la rencontre de Parisiens pour tenter de voir justement comment ils percevaient le monde de l'entreprise. Absolument, Olivier, des Parisiens ou des Franciliens que nous avons interrogés dans 3 endroits différents de la capitale avec Justine Chevalier. 3 lieux de passage et de brassage de la population, d'abord à la sortie de la gare Saint-Lazare, sur le marché de Maubert Mutualité dans le 5e arrondissement et place de la République. Et nous leur avons demandé comment ils percevaient ce monde de l'entreprise, alors compatible ou pas avec les valeurs morales, celles du respect, celles de l'équité, celles du partage. Regardez et écoutez ce que ça donne. On est dans une société où justement le profit est en premier plan, donc le mec qui travaille en dessous, il est juste sujet et dépendant de ceux qui sont en haut. Donc comme tout le monde ne prend pas la même part du gâteau, donc la morale n'existe pas. Les actionnaires et tout ça, c'est pas normal. Et ils demandent à chaque fois des plus aux gens, ça c'est pas normal. Ils ont des responsabilités, ils sont responsables de centaines, voire de milliers de personnes, d'employés. Ils sont rémunérés à la hauteur du risque. On va comparer le rapport d'un simple employé au rapport de quelqu'un qui a 100 000 personnes sous ses ordres. Malraux disait que c'est difficile de rendre sa dignité à un homme qui travaille 12 heures par jour sans savoir pourquoi. Et on en est toujours là aujourd'hui. Il y a une répartition qui devrait être plus en faveur des salariés et qui n'a pas lieu aujourd'hui. Je pense que c'est plutôt l'État qui devrait imposer à ces grands patrons des lois, peut-être des réformes, comme quoi les richesses... les profits que fait la cité doivent être mieux dispatchés. Moi, j'ai eu une entreprise et quelquefois, je faisais des primes aux ouvriers parce que ça méritait. Ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on finit par on vire des gens uniquement pour faire en sorte que l'entreprise continue à progresser. On préfère investir dans l'entreprise dans le but d'éviter de virer des gens. Mais pour ça, on en vire. Il y a un moment donné où ça se mord la queue, quoi. Et au final, c'est toujours les mêmes qui trinquent. Au final, c'est toujours les mêmes qui trinquent. François Bayrou, à les entendre, les Français sont plus choqués par le sort des moins privilégiés, des plus défavorisés, plutôt que par les salaires, les privilèges, souvent exorbitants, il faut bien le reconnaître, de certains dirigeants d'entreprise. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Les patrons gagnent-ils trop? Faut-il encadrer leur rémunération? Bon, il y a des situations indécentes. Il y a des situations qui dépassent ce qui devrait être la norme. Je crois qu'il y avait un temps aux États-Unis où on disait que de 1 à 40, je crois, c'était l'échelle de salaire maximale qu'il devait y avoir dans une entreprise. Peut-être de 1 à 20, peut-être chez Ford. C'est ça, 1 à 20 hein? Chez Ford, c'était 1 à 20. Et vous le fixeriez à combien? Combien vous fixeriez l'indécence aujourd'hui, François Bayrou? Donc je pense que
la règle au moins implicite, la discipline devrait être à peu près de cet ordre-là, que le plus bas salaire de l'entreprise ne soit pas inférieur à, je ne sais pas, 5% du salaire le plus important de l'entreprise. Ça veut dire si on prend le SMIC, un plus haut salaire, ça serait 20 000 30 fois le SMIC, enfin quelque chose de cet ordre. 20 000 euros. Ce sont des chiffres qui dépassent, oui, vous avez raison, c'est sans doute trop bas pour le monde actuel. D'autant qu'on a un grand patron qui vient de nous rejoindre. De très loin la compréhension de la plupart des Français. Et ce grand patron, je voudrais vous le présenter, François Bayrou. Il s'agit de Philippe Lemoine, président de l'ASER, l'ancien président du groupe Galeries Lafayette, considéré comme un patron intello. J'ai lu ça de vous, Philippe Lemoine, sans doute parce que vous présidez le Forum Action Modernité, une fondation donc qui contribue, qui cherche à faire avancer les choses, à faire réfléchir les gens et à trouver des solutions aux grands problèmes. Vous aviez une question à poser à François Bayrou. Oui, peut-être un petit commentaire rapide sur le micro-trottoir qui était là, qui donnait pas la même impression tout à fait que le sondage par lequel vous avez commencé, hein, parce que là on voyait que tout le monde s'exprimait sur le fait qu'il y a un problème de pouvoir d'achat, et je crois que c'est indéniable, beaucoup de Français sont inquiets en matière de pouvoir d'achat. Il ne parlait pas des écarts de salaire, il parlait des revenus beaucoup. Et de notre côté, on voyait dans le sondage que les Français font confiance à plus de 50%, à 54% je crois, à l'entreprise comme un acteur qui peut faire évoluer dans le bon sens les choses. Et je crois que c'est important à souligner parce qu'on vit une espèce de mutation à l'heure actuelle. Il y a eu une époque où il n'y a pas de doute sur les questions de société, les entreprises, il fallait les tirer par la manche pour qu'elles s'intéressent aux questions de société. Puis on a plus le cas. Ah non, je crois qu'on a déjà connu deux autres périodes. Une période dans laquelle les entreprises ont beaucoup affiché, un peu pour des raisons de communication, des sujets de responsabilité sociale d'entreprise en prenant les sujets les plus divers. Mais aujourd'hui, il y a quelque chose de plus important encore, c'est que pour des raisons stratégiques, les entreprises sont obligées de raisonner sur les problèmes de l'environnement, sur les problèmes de la communication, sur les problèmes de la santé, sur les problèmes de ce que l'on appelle à l'échelle internationale le bas de la pyramide, l'espèce de situation dans laquelle sont 2 milliards de personnes qui gagnent moins de 2 $ par jour et qui peuvent représenter des marchés pour les entreprises. Mais comment le faire? Avec quels moyens? Je trouve qu'il y a, au plan international, une espèce de virage qui se prend dans lequel les entreprises apprennent à agir dans ces domaines-là et à se mobiliser sur ces sujets. Moi, je trouve qu'il y a un truc formidable qui se fait aux États-Unis, qui est ce que le président Clinton fait depuis qu'il n'est plus président des États-Unis. Il a monté une fondation qui s'appelle la Clinton Global Initiative, qui essaye d'encourager des alliances d'action entre acteurs hétérogènes que sont des entreprises, des ONG, des acteurs différents, dans lesquels chacun est différent. Mais si on veut, à un moment donné, agir de façon concrète, en ayant des objectifs très explicites, que l'on peut atteindre en 18 mois ou 2 ans, que l'on peut mesurer, alors ça fait avancer les choses. Il y a 1500 actions de ce type-là qui existent aux États-Unis. La fondation dont je m'occupe essaie de promouvoir ça en Europe. Alors ça c'est formidable, hein, Philippe Lemoine. Mais moi je me tourne vers François Bayrou. Vous trouvez qu'aujourd'hui, vous auriez envie de dire que les entreprises sont éthiques en France, elles sont citoyennes dans la majorité d'entre elles? Je crois que beaucoup font des efforts. Beaucoup sont plus respectueuses de ces exigences qu'on ne le dit ou qu'on ne le croit. En particulier parce que le contrôle de l'opinion publique fait que la communication, le dévoilement d'un certain nombre de pratiques, je pense par exemple écologiques, sur l'environnement, comme ça se sait, eh bien, il y a une sorte d'émulation morale. Alors, je ne dis pas que c'est toujours pour le bien public et le désintéressement, mais en tout cas, je crois que, oui, de ce point de vue-là aussi, il y a du progrès. Probablement, la réponse populaire aurait-elle été de dire « non, c'est affreux », je pense qu'il y a du progrès. Et je pense que beaucoup de responsables d'entreprises font attention. Il y a une chose qui, me semble-t-il, va mal, c'est la violence des pressions faites pour accélérer le rythme, le rendement, plus encore et toujours plus. Et de ce point de vue-là,
Je crois que les 35 heures ont joué un rôle important de déclic, dans le stress au travail, de changement dans le stress au travail. Et vous trouvez qu'il y a une différence aujourd'hui entre la situation de PME sur cette question-là et la situation de grands groupes? Il y a des PME dans lesquelles les relations humaines sont très riches, beaucoup. Et puis il y en a sûrement aussi un certain nombre dans lesquels la pression de proximité est plus dure que la pression lointaine. Mais je pense que si on devait qualifier, il y a deux problèmes qui se posent massivement, c'est le pouvoir d'achat du bas de l'échelle et c'est la pression faite sur un certain nombre de travailleurs, de salariés pour obtenir des rendements qui deviennent très stressants. Je pense que ces deux problèmes existent. Et les 30 secondes d'idéalisme, je crois qu'une entreprise va mieux et est plus performante lorsque les relations sociales à l'intérieur sont meilleures. Je pense que plus le rapport de confiance, pas pris au mauvais sens du terme, de familiarité, de former une famille, l'idée que, au fond, ceux qui sont dans les tâches dites subalternes peuvent avoir des idées pour améliorer la performance de leur travail. Tout ça améliore les performances de l'entreprise. Alors vous aurez le droit, quand j'aurai fini cette phrase, de dire que c'était une déclaration idéaliste. Mais non, je crois qu'elle est vraie. C'est pas du tout idéaliste. Je pense que les entreprises, non seulement ont besoin d'avoir des climats internes qui soient positifs, mais en plus, les entreprises doivent démontrer à leurs clients sur les marchés, on est dans un monde dans lequel les services ont une énorme importance, qu'elles ont aussi des modes de fonctionnement qui ressemblent à l'évolution de la société. Aujourd'hui, ça fait partie du paysage. Les jeunes, je sais qu'on va en parler dans cette émission plus tard, mais sont bien sûr ont une exigence civique, une exigence morale assez importante. Une entreprise qui ne donnerait aucun sens aux personnes qu'elle recruterait pas du tout les meilleurs aujourd'hui. On a besoin, sur le plan de... D'abord, elle serait moins compétitive, comme on dit. Je crois. Elle serait à la fois moins attirante et puis moins performante. Et c'est ainsi, bizarrement, que vous parliez de... Enfin, le sujet, c'est éthique. C'est ainsi que l'éthique est économique. Alors, je reviens tout de même sur ce chiffre du sondage, là, parce qu'il est assez étonnant. On dit que les entreprises véhiculent beaucoup plus de valeurs positives que les hommes politiques, 54% contre 15%. Laurent Bigorne, honnêtement, ce chiffre n'est-il pas extrêmement surprenant ? Il est surprenant, mais je crois qu'il y a une coutume maintenant assez simple, qui est que les médias, les politiques, souvent, ont un gâchette facile avec les patrons. Et c'est vrai que ce que révèle ce chiffre, c'est qu'il y a un hiatus entre la perception du patron et puis la perception de l'entreprise. Moi, j'ai envie de rebondir sur la question du stress au travail et puis au fond de la question de la performance aussi. C'est qu'on sait qu'on a un dialogue assez difficile en France, socialement parlant. On sait que c'est un ménage à trois, où l'État, par ailleurs, souvent perturbe la relation entre les partenaires sociaux, entre le patronat, et vient dire de façon parfois un peu caricaturale, autoritaire, il faudrait faire ci, il faudrait faire ça, ou j'oriente la négociation. Quelle est, vous, votre vision du dialogue social? Est-ce qu'on va vers un modèle allemand, plus harmonieux, plus conscient aussi des choix, des difficultés, des stratégies à adopter? Est-ce que vous avez en tête le modèle social que vous souhaiteriez privilégier si demain vous arriviez aux responsabilités? En tout cas, le modèle social rhénan, comme on dit, est pour moi meilleur que le modèle social dans lequel on vit. Écoutez, on va prendre un exemple très simple. Ces jours-ci, le pouvoir a décidé qu'on allait imposer une prime dans les entreprises depuis l'Élysée, qu'on allait faire voter des textes qui feraient que une entreprise qui verserait plus de dividendes que les années précédentes serait obligée de verser une prime, et c'est ainsi que une PME dans laquelle on n'a pas versé de dividendes du tout pendant des années, parce que le marché était difficile, parce qu'on investissait, et qui en verse pour la première fois depuis 3 ans, bam, elle est frappée par l'obligation de prime, tandis que Total, pour ne pas citer la plus grande entreprise française,
qui a maintenu le très haut niveau de ses dividendes depuis 3 ans, n'est pas obligé de verser une prime. D'abord, c'est injuste, c'est choquant, c'est scandaleux, mais c'est stupide. C'est une entreprise de plus de 50 personnes de mémoire. C'est dans les entreprises de plus de 50 personnes de mémoire. Oui, dans les entreprises. Une PME, c'est ça, c'est ce gabarit-là. Et donc, c'est idiot. Si on avait voulu obtenir ce résultat, il suffisait de réunir les organisations syndicales, patronales et salariales et de leur dire est-ce qu'on peut améliorer la loi sur l'intéressement, qui est une loi, je crois, très, très intéressante, sans jeu de mots, très bon, et ça touchait toutes les entreprises, et ça avait le même résultat sans la bêtise, l'injustice et ce contre-modèle qu'on a imposé à cette occasion, qui consiste à faire croire que c'est dans le bureau du président de la République qu'on va régler les affaires de salaire dans les entreprises, ce qui est un non-sens. Voilà, c'est donc un non-sens. François Bayrou. Et c'est justement la raison pour laquelle, lorsque je parlais des alliances entre acteurs hétérogènes, je crois que c'est très important d'avoir la vision que dans la société, tous les problèmes ne se règlent pas depuis l'Élysée, mais même pas totalement depuis la politique comme initiateur. Les politiques ont un rôle très important à jouer pour créer un climat dans lequel les acteurs économiques, les acteurs sociaux peuvent faire des choses ensemble, mais ce n'est pas eux qui sont le point de départ unique de la politique et l'État. C'est fait pour que chacun joue son rôle le mieux possible et pas pour que l'État joue tous les rôles en même temps. Et c'est une extraordinaire faiblesse française que d'imaginer qu'il suffit de changer le pouvoir pour que l'État prenne en charge tous les problèmes de la société. Ça encore, je considère que c'est idiot. Allez, on va passer à la troisième partie de notre émission. Merci à vous, Philippe Lemoine. Et dans cette troisième partie, nous allons parler d'éthique et de jeunesse. Bonsoir Philippe Lenchener. C'est François Bayrou. Philippe Lenchener, tous les mois dans Face aux idées, il scrute Internet pour nous. Philippe, on parle donc éthique cette fois-ci, mais en préparant l'émission, vous m'avez dit, François Bayrou, il faut que j'en dise un mot, parce qu'il a quand même une place complètement à part sur le net. De quoi s'agit-il ? Écoutez, moi j'aime bien les paradoxes, et François Bayrou qui a tout de l'homme politique classique du XXe siècle, en fait, en apparence, est quelqu'un qui est très en avance, et qui est assez exemplaire sur tout ce qui touche au web. Alors d'abord, la première chose, c'est qu'au pays du papier, alors lui il travaille depuis 20 ans sur ordinateur et il comprend Internet, mais ça c'est anecdotique. Ce qui est plus fondamental, c'est que tous les sites du mouvement démocrate sont conçus en logiciel libre, qu'il a défendu d'ailleurs en 2006 lors du débat où il a voté avec la gauche contre le gouvernement lors du débat sur la loi d'Avzi. Il s'est illustré dernièrement, des droits d'auteur et les droits voisins sur Internet. Merci. Il s'est illustré dernièrement par le vote du projet de loi sur la neutralité du net. Et puis il a créé en 2009 lesdémocrates.fr. Alors ce qui était important avec lesdémocrates.fr, c'est que c'était le premier média social politique français où il y avait un webzine, un réseau social et puis de l'hébergement pour les blogs. Alors pourquoi c'est intéressant ? Parce que tous les partis politiques ont suivi après, le PS avec la Copole, l'UMP avec les créateurs du possible, et puis il vient de faire sa première interview, la première twin-interview d'un parti politique français, 4000 Twitter, donc voilà, ça valait la peine d'être en communication, vous voyez, François Bayrou. C'est un grand. Alors, sur notre sujet, l'éthique et les jeunes. L'éthique, c'est une valeur qu'a à voir avec la vertu, le respect de soi et d'autrui. Internet, c'est people-centric, il y a 30 millions de posts, 70 langues, 30 millions de posts sur Facebook chaque jour. Centré sur les gens. Donc 30 millions de posts sur Facebook chaque jour, 70 langues, et ça permet des effets de mobilisation considérables, des effets de masse. Si vous vous souvenez, dans notre dernière émission, nous avons parlé du prolétariat cognitif et donc des diplômés chômeurs qui n'étaient pas l'apanage de la Tunisie. Alors sur la toile, on voit bien en ce moment naître la capacité d'indignation française. Vous prenez les pages Facebook d'Opération Révolution France, 7800 fans. Vous prenez la page Facebook de Réelle Démocratie maintenant, 10 500 fans. Donc regardez comment ça marche. Sur la toile, donc, on va se donner l'idée d'un lieu, d'un endroit où on pourrait se retrouver. On réagit, on interagit, et en 2 heures, vous pouvez mettre 5000 personnes dans un endroit. Et l'Espagne, du coup, nous promet de se transposer à Paris, et on nous appelle à une manifestation fondamentale le 29 juin. Donc Internet,
c'est le possible qui s'invite dans le réel, c'est l'arme de ceux qui n'ont rien. Et pour les jeunes, l'éthique sur Internet, c'est le respect de soi par le partage et par la capacité d'indignation chronique. Alors, du coup, j'ai voulu voir quelque chose d'un peu plus académique, alors j'ai tapé éthique et individu sur Google. Et là, la toute première occurrence, en haut de la page, nous ramène en fait sur un livre d'une philosophe, Marie-Vonne David Junio, et vous voyez, on revient dans la Grèce antique puisqu'elle nous convoque Sophocle et elle nous convoque Socrate. Et là, la thèse du livre, c'est que l'individu émerge à travers la dissidence et qui est donc le stade supérieur de l'éthique. Et en articulant comme quoi, eh bien donc sa capacité avec la responsabilité vis-à-vis de lui-même et du monde qui l'entoure. Donc, ça nous ramène un peu à François Bayrou, à l'agrégé, aux jeunes et à l'éthique. Voilà, en tout cas, comment on boucle la boucle. Mathias Léridon, pendant que Marie Trélucane va venir s'installer avec nous, est-ce qu'aujourd'hui, le mot éthique, pour revenir au fondement de cette émission, ça veut dire la même chose pour une personne de 50 ans et pour un jeune de 20 ans? Je crois que la jeunesse, elle vit son éthique en cohérence avec le monde dans lequel elle vit sa jeunesse. Et la jeunesse d'aujourd'hui, elle vit son éthique dans le monde d'Internet, qui a complètement changé la relation sociale qu'on peut avoir les uns avec les autres. Et il y a un deuxième élément, c'est que cette jeunesse qui vit son éthique sur Internet, elle a aussi pris conscience sur Internet que le monde était interdépendant, on était totalement dans la mondialisation. Et c'est vrai qu'on dit finalement les jeunes sont moins engagés dans les organisations, dans les partis politiques, François Bayrou, dans les syndicats, dans les associations. On va voir si c'est vrai, avec Marie, mais en même temps, ils sont de plus en plus engagés, mais ils sont engagés directement. C'est des adeptes aujourd'hui de l'engagement direct sur Internet, c'est-à-dire qu'ils vont supporter, ils vont défendre les grands enjeux de la société, les grands enjeux de la planète, et leur lieu d'expression, comme le disait Philippe Lengener, et leur lieu de mobilisation, c'est devenu Internet. Alors, la réalité, c'est que d'abord, ils ont du mérite à continuer à s'engager dans une société française où le pessimisme est permanent, où on est dans une logique où il y a beaucoup de manque de confiance dans l'avenir de la société. Moi, j'ai une question, c'est qu'en fait, la jeunesse aujourd'hui est de plus en plus hyper connectée sur le monde via Internet, et en même temps, elle se sent totalement déconnectée de la vie politique et de la représentation de la vie politique. C'est quand même chez les 18-24 ans en France qu'on trouve le plus d'abstentionnistes, le plus de votes extrémistes, François Bayrou. Alors moi j'ai une question, c'est est-ce que à un moment donné, il ne va pas y avoir une explosion entre cette hyper-connexion de la jeunesse sur les grands enjeux de la société et la déconnexion qu'elles ont de la représentation politique ou de la manière même de faire de la politique aujourd'hui? C'est difficile question. Bon, je crois que une société se caractérise par la manière dont les gens qui la forment échangent l'information. C'est comme ça que la charpente se fait. Et c'est sûr que nous venons de vivre coup sur coup deux révolutions sans précédent, ou en tout cas qui n'avaient de précédent qu'il y a 500 ans, quand on a eu la révolution de l'imprimerie, on a eu la révolution de l'image et la révolution du numérique. Deux révolutions en même temps, et qui se croisent. Et c'est évident que de ce point de vue-là, le monde politique classique a eu du mal à suivre. Il ne comprend pas très bien comment ça se passe, il s'en méfie. La plupart des responsables politiques, en privé, quand ils parlent d'Internet, ils y voient un danger. Et ils ne se rendent pas compte, par exemple, interrogez les responsables politiques et les journalistes éminents, interrogez-les sur Wikipédia. Et tout d'un coup, vous entendez dire que Wikipédia, il faut s'en méfier, que oh là là, c'est très dangereux. Oui, mais toujours on dit Wikipédia, c'est dangereux. Eh bien, moi je suis peut-être tout seul à penser que Wikipédia, c'est la plus extraordinaire et la plus généreuse des réalisations humaines qui aient été faites depuis des siècles. François Bayrou. Parce que c'est gratuit. C'est des gens qui sont venus apporter ce qu'ils savaient, leur expérience, leur connaissance, leur science,
qui sont venus l'apporter à une œuvre non marchande et qui est ouverte à des milliards d'individus sur la planète et destinée à être en perpétuelle amélioration. Eh bien, moi, je trouve que c'est quelque chose qui mériterait des monuments. Bon, eh ben, sans utiliser Wikipédia, je vais vous présenter tout de même Marie Trélucan, qui est avec nous, qui est consultante, membre du Conseil économique, social et environnemental, doit-on dire désormais. Et vous êtes peut-être surtout cofondatrice et présidente d'Unicité, dont le but est de faire en sorte que des jeunes consacrent une partie de leur existence à la collectivité. Unicité qui a été pionnier dans l'actuel service civique aujourd'hui. Vous avez une question à poser à François Bayrou, profitez-en, il est avec nous. Bonjour Monsieur Bayrou. Comme on l'a encore constaté dans l'étude qui nous a été présentée tout à l'heure, on voit que finalement les jeunes ont avant tout confiance finalement au milieu associatif et comme le rappelait Mathias Leridon, ont besoin d'agir sur le terrain et que c'est peut-être leur nouvelle manière d'exprimer leur citoyenneté. Donc j'en viens à ma suggestion sur laquelle j'aurais voulu avoir votre avis. Avant d'imaginer, on va dire, un service civique obligatoire qui revient régulièrement sur le devant de la scène, notamment à l'occasion des élections présidentielles, forcément on lance des idées. Que pensez-vous de l'idée de renverser l'obligation et de dire que finalement c'est notre société, sans doute avec un partenariat État-collectivité locale un peu plus construit, qui devrait se donner l'obligation de permettre à tous les jeunes qui ont envie de faire un service civique de 6 ou 9 mois, de pouvoir le faire, qu'ils aient ou pas fait des études, qu'ils viennent ou pas de milieux favorisés, et pour l'instant on en est loin, mais donc construire sur le service civique qui existe aujourd'hui et dire qu'au-delà de l'échiquier politique, d'ailleurs cette loi a été votée par l'ensemble des partis. Alors on va laisser répondre François Bayrou quand même, parce que c'est intéressant d'avoir votre avis sur cette initiative. Bon, vous avez eu la gentillesse de dire que je me bats pour cette idée, et je crois même le premier depuis très longtemps. C'est une idée, moi j'étais pour un service civique obligatoire, universel. Je dois vous avouer que j'ai été surpris par le succès que vous avez obtenu, et spécialement par ce que vous, à Unicité, je vous ai rencontré souvent ces dernières années, vous avez réussi à faire. Je vais même vous dire un secret, je me bats depuis si longtemps que quand j'ai fait, comme ministre de l'Éducation nationale, la semestrialisation dans les universités, découper l'année en semestre, alors qu'avant elle était découpée en années. C'est parce que j'avais derrière la tête le semestre de service civique. Parce que je trouve que c'est une extraordinaire ou très efficace manière de valoriser des garçons et des filles qui sont, parce que c'est leur âge, en recherche d'identité, de les valoriser en leur donnant l'occasion de rendre service aux autres, de donner. Plus tu donnes et plus tu reçois. Et je trouve qu'il y a tant et tant de choses dans la société française qui sont abandonnées, qui n'ont pas de solution, il n'y a personne pour apporter le coup de main nécessaire, que je trouvais que c'était une bonne idée. En tout cas, moi je suis content de voir que l'idée revient du service universel. Et s'il n'est pas universel, il devrait en tout cas être universellement choisi par les collectivités locales et par l'État. Et les associations. Chacun devrait pouvoir dire, écoutez, moi j'ai une idée de service civique chez moi. Et alors on dit ça coûterait cher. Ça coûterait beaucoup moins cher que les échecs incroyables des gamins qui tiennent les murs et qui sont jamais sortis de la cité parce que simplement l'isolation, l'isolement, l'absence de communication sociale, parler, dire quelque chose. Il y a beaucoup de garçons, en tout cas, peut-être plus de garçons que de filles, qui sont complètement tenus en lisière de la communication, des mots, de la langue, de ce qui permet de faire baisser la pression à l'intérieur, parce que simplement on va échanger avec d'autres. Et j'ai fini, je vous vois ça nous fait une magnifique conclusion, François Bayrou. Une valeur, on dit éthique, qu'est-ce que c'est éthique? C'est une manière de vivre en cohérence avec ses valeurs.
hein. Il y a une valeur qu'on devrait défendre dans la société, et elle a trait à ce que nous exprimons là, c'est ne pas avoir peur de l'autre, de celui qui est différent de vous. La valeur première, ça serait que l'autre n'est pas un ennemi, une menace, un adversaire, comme on est en train de le faire à tout sujet, avec l'immigration, à tout propos, avec les cités. Que l'autre, c'est ce qui nous permet d'exister. Alors voilà, c'était la minute philosophique de la fin de l'émission. C'est sur cette minute philosophique qu'on va se quitter et achever notre émission. Merci à vous, Marie-Frédérique Lucas. Merci à Unicité. Merci à vous, François Bayrou. Quant à nous, eh bien, on va laisser passer l'été. On se retrouve au mois de septembre pour un nouveau numéro de Face aux idées. Bonne soirée sur LCP. La politique ne tire pas le pays vers le haut, comme elle devrait le faire. Qu'au contraire, elle le tire vers le bas, parce que le débat politique est ridicule. Les élus sont rentrés dans l'ère de la nette surveillance. C'est finalement des milliards d'individus qui créent une espèce de surveillance globale de l'ensemble de ce qui se passe dans la sphère politique. La vie politique, pour beaucoup de Français, se résume à ça. Elle se résume à des caricatures. On a l'impression qu'il n'y a que deux positions et que les deux positions sont la plupart du temps fausses. Il y a une coutume maintenant assez simple, hein, qui est que les médias, les politiques, souvent, ont un gâchette facile avec les patrons. Mais j'ai dénoncé ce système clientéliste qui, je crois, est d'ailleurs aussi provoqué par le cumul des mandats, mais ça n'est qu'une explication, il y en a d'autres aussi. Je crois que les 35 heures ont joué un rôle important de déclic, dans le stress au travail, de changement dans le stress au travail. C'est notre société, sans doute avec un partenariat État-collectivité locale un peu plus construit, qui devrait se donner l'obligation de permettre à tous les jeunes qui ont envie de faire un service civique de 6 ou 9 mois, de pouvoir le faire. Wikipédia, c'est la plus extraordinaire et la plus généreuse des réalisations humaines qui aient été faites depuis des siècles.